Ouais. Est-ce que c'est plutôt du crowdfunding immobilier, du club deal, de l'immobilier fractionné? Finalement, c'est quoi le bon terme? Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui vous différencie aussi par rapport à ces autres types d'investissements pierre-papier, quoi? Alors, les club deals, historiquement, c'était réservé aux banques privées. Il y a aujourd'hui de plus en plus de plateformes qui se créent justement pour essayer de démocratiser le club deal. Nous, finalement, c'est un petit peu ce qu'on fait. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire en sorte que les investisseurs choisissent, en fait, créent finalement quasiment leur propre SCPI. Par exemple, j'ai déjà investi dans un projet en Corse, je connais un peu la Corse, il y a ce côté aussi un peu émotionnel. L'intégralité de ce business, enfin, tu le sais mieux que moi, ça repose sur la confiance. Je le précise d'ailleurs, on investit dans tous les projets nous-mêmes à titre personnel, mais en fait on a versé tous les loyers, tous les mois, depuis le premier jour. Ouais, Ça, même parfois en avance d'ailleurs. Même parfois en avance. En fait, on va se retrouver avec des biens qui rapportent du 7-8% par an, sans rien faire. L'actif, il a une valeur intrinsèque. Et c'est ça quand même la force de l'immobilier. C'est une vraie garantie contre l'inflation. C'est un levier marketing qui est hyper efficace, mais qui, moi, à titre perso, m'agace. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien Cash. Donc aujourd'hui je te reçois Thomas en tant que cofondateur de Tantième. Ravi de te recevoir. Merci Adrien pour ton invitation. Alors peut-être pour rappeler aux personnes qui ne connaîtraient pas Entretien Cash, ce nouveau format de Financero, moi l'objectif aujourd'hui c'est vraiment de te poser un maximum de questions dans le temps imparti afin que les gens qui nous écoutent puissent mieux percevoir ce que propose Tantième, quel est le type de projet que vous proposez, quelle solution de placement, à quelle solution de placement ça correspond, et à la fin de l'épisode, qu'ils puissent se dire, ok, je décide d'investir parce que ça me correspond, ça me parle, ou ben non, c'est pas fait pour moi, ou peut-être plus tard, quoi. Avec plaisir. On va commencer par première question classique. Est-ce que tu peux présenter Tantième pour les personnes qui ne connaîtraient pas déjà ton produit d'investissement? Alors, je me présente donc Thomas Penet, comme tu l'as dit. Je suis cofondateur de Tantième avec mon associé Eric Prinet. On a fondé Tantième il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Tantième, c'est une solution d'investissement immobilier qui permet à plusieurs acheteurs d'acquérir un bien qu'ils ne pourraient pas acheter seuls. Donc, concrètement, tous les mois, on propose des actifs immobiliers type un Monoprix, une banque, un immeuble entier à Lille. Les gens achètent des parts, les investisseurs achètent des parts sur ces projets, se partagent ensuite les loyers et la plus-value potentielle à la sortie. Donc on a une mécanique de club d'investisseurs qui se partagent les revenus de différents actifs immobiliers. Ok. Alors, toi, moi, chez Financero, je m'occupe de la thématique pierre-papier, donc sûrement investir dans l'immobilier, mais sans détenir l'actif en direct. Donc ça correspond bien à ce que tu dis. Ouais. Tu as parlé de club. Alors moi, ça me fait évoquer un peu les thèmes assez à la mode qu'on a de club deal immobilier. Ouais. Moi, je m'occupe aussi, dans la pierre-papier, de tout ce qui est crowdfunding immobilier, SCPI. Finalement, est-ce que tu pourrais peut-être préciser, vous, concrètement, Tantième, dans quelle classe tu penses que Tantième appartient? Ouais. Est-ce que c'est plutôt du crowdfunding immobilier, du club deal, de l'immobilier fractionné? Finalement, c'est quoi le bon terme? Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui vous différencie aussi par rapport à ces autres types d'investissements pierre-papier, quoi? Alors, c'est vrai qu'il y a une immense confusion en ce moment sur l'investissement immobilier pierre-papier, comme tu le dis. Alors, historiquement, on a la SCPI. La SCPI, ça a été créé dans les années 70. C'est un fonds d'investissement qui achète des actifs, bureaux, commerce, en Europe. Il y a différentes thèses d'investissement. Donc, tu places de l'argent auprès de ce fonds d'investissement qui est en charge de le placer sur différents biens. Peu de gens, finalement, savent exactement dans quoi ils ont mis leur argent. Et le rendement, aujourd'hui, était de l'ordre de 4 à 5% par an. Aujourd'hui, c'est des fonds d'investissement, donc c'est une classe d'actifs qui existe depuis, à nouveau, 70 ans maintenant. Enfin, un peu moins de 70 ans. On a le crowdfunding. Crowdfunding, c'est assez différent. Le crowdfunding, c'est tu prêtes de l'argent. Tu prêtes de l'argent à un marchand de biens, à un promoteur immobilier qui n'a pas forcément réussi à se financer auprès de sa banque. Et donc, il vient voir une plateforme en disant, voilà, j'ai besoin de 500 000, 1 million, 2 millions d'euros. En contrepartie de ce prêt, je vais vous rémunérer de manière assez importante. Donc, c'est des rendements de 10 à 12%, voire plus parfois, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque réel, un peu plus important aujourd'hui, parce que, voilà, on voit la promotion va mal, les prix de la construction vont augmenter, les prix de sortie sont plus difficiles. Donc voilà, donc tu prêtes de l'argent à un promoteur ou à un marchand et en contrepartie un rendement de 10 à 12%. Tu m'as parlé aussi de club deal. Alors les club deals, historiquement, c'était réservé aux banques privées, c'était réservé à des tickets d'entrée assez élevés, c'était 50 000, 100 000 euros minimum. Okay.
Donc on peut faire un club deal entre particuliers. On peut nous deux se dire demain, on crée un club avec 4-5 investisseurs, on crée une SCI, on achète un bien et on se partage les revenus. Donc après, il y a plein de formes de club deal. L'objectif, c'est souvent d'acheter un bien, de le réhabiliter et de faire une culbute, on va dire, assez importante à la sortie. Le risque est important. L'espérance de gain est aussi importante. Avec un ticket d'entrée assez élevé. Il y a aujourd'hui de plus en plus de plateformes qui se créent justement pour essayer de démocratiser le club deal. Nous, finalement, c'est un petit peu ce qu'on fait, d'une certaine mesure. Et alors il y a des club deals aussi pour investir dans des startups. Voilà, il n'y a pas que de l'immobilier. Et au milieu de tout ça, l'immobilier tel que nous on le fait, alors on a appelé ça immobilier fractionné, c'est finalement un peu comme de l'investissement dans une SCPI, sauf que c'est à l'échelle d'un bien. C'est-à-dire que c'est la grosse différence, c'est que moi-même ayant été client et encore aujourd'hui étant client de SCPI, le reproche que je faisais souvent, c'est que je ne comprends pas en fait dans quoi j'ai mis de l'argent. Et on le voit, en fait, on a des prix de parts qui baissent, on a des décotes. On découvre qu'en fait, on était exposé à, je sais pas, au bureau en Ile-de-France et que depuis 3 ans, les bureaux en Ile-de-France, c'est pas terrible. Ça, c'est ce qui est pire. Voilà, tu vois. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire en sorte que les investisseurs choisissent, en fait, créent finalement quasiment leur propre SCPI. Et donc, tous les mois, ils vont se dire, OK, j'ai ce centre dentaire. OK, le centre dentaire, ça tourne bien, je vais investir. Là, j'ai du résidentiel à Lille. Bon, le résidentiel, j'ai pas envie en ce moment, trop compliqué. Là, j'ai du Airbnb à Lyon, ça, j'y crois. Donc, tu choisis. Tu crées ton portefeuille avec cette logique, finalement, de diversification, mais que tu as vraiment fait toi-même. C'est ça la grosse différence. Donc, c'est pas du tout du crowdfunding, je le précise, parce que même si on fait appel aux investisseurs particuliers de tout âge, de toute la France, c'est pas un prêt. Tu es vraiment détenteur d'une partie des loyers que tu vas percevoir chaque mois. Ok. D'ailleurs, finalement, parce que moi, je m'occupe effectivement du crowdfunding immobilier, mais pas que. Finalement, en fait, l'immobilier fractionné, donc tu dis tantième, c'est de l'immobilier fractionné. Finalement, on est un peu, je dirais même un mix de SCPI et crowdfunding immobilier, puisque crowdfunding immobilier, moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement le côté je choisis le projet. Est-ce qu'il me convainc? Est-ce que je comprends un peu la thèse? Pourquoi le marchand de biens ou le promoteur veut faire ça? Est-ce que c'est un endroit qui me parle? Tu vois, par exemple, j'ai déjà investi dans un projet en Corse. Je connais un peu la Corse. Voilà. Donc, il y a ce côté aussi un peu émotionnel. Mais effectivement, vous, comme vous allez chercher du loyer et du rendement sur du plus long terme, là, effectivement, ça colle un peu avec la thèse de la SCPI. Donc, finalement, c'est un peu un mix entre les deux, quoi. Et tu l'as dit, en fait, la différence, c'est que tu comprends le projet dans lequel tu investis. En fait, pour les gens qui aiment l'immobilier, ce qui est notre cas, évidemment, tu as des projets incarnés, concrets. Nous, ce qu'on reprochait aussi à la SCPI, c'est que, comme je le disais, tu ne sais pas vraiment dans quoi tu as investi. C'est un petit peu la difficulté. Donc là, au moins, c'est concret. Tu peux voir les biens. On essaye d'expliquer les avantages, les inconvénients, et à chacun de faire son analyse, un peu comme tu peux le faire en crowdfunding, en effet. Ok. Donc là, on a fait un exercice de définition. Je vais peut-être essayer de voir si on peut faire une définition un peu tourner dans l'autre sens. Finalement, tantième, est-ce qu'il y a un peu un profil d'investisseur auquel ça correspond bien, ou voilà un type de projet d'investissement qu'on a, où voilà, tantième va cocher les cases Alors, je suis bien en peine de te répondre en fait sur cette question, parce que quand on a lancé le projet, on s'est dit voilà, on va, comme je te le disais en introduction, on va essayer de démocratiser quelque chose qui n'était pas accessible jusqu'à présent. Donc on a été au bout de l'exercice, on a mis un ticket d'entrée minimum à 100 €. Donc concrètement, on a beaucoup de clients qui sont arrivés, qui ont essayé, on va dire, mettre un ticket à 100 € pour voir si ça marche, et c'est tout à fait normal. Progressivement, on a des clients qui réinvestissent sur tous les projets et qui montent leur ticket moyen. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'on a communiqué là-dessus dans le rapport de gestion, le ticket moyen, il est plutôt à 1 200, 1 300 € avec des personnes qui réinvestissent régulièrement. Donc ça, c'était la première catégorie d'investisseurs. La seconde catégorie, qu'on n'avait pas forcément identifiée au début, c'est les déçus, finalement, d'autres types d'investissements, que ce soit des gens qui ont investi en direct, qui avaient acheté un appartement, qui ont galéré pour trouver des locataires, qui ont galéré pour le gérer, et puis qui se disent, bon, en fait, je vais faire de la pierre-papier. Donc il y en a pas mal de personnes plus âgées aussi qui vont là-dessus. Des personnes qui laissaient dormir de l'argent sur des livrets A depuis longtemps, et puis qui se disent que ça serait mieux placé comme ça. Des déçus je parlais de la SCPI, ou des personnes qui trouvent que le crowdfunding c'est trop risqué. Enfin,
ou qui cherchent des alternatives ou des compléments. Et des personnes plus âgées qui vont investir 10 000, 20 000, parfois 50 000 euros sur un projet. Donc on a vraiment, je trouve, un panel assez vaste d'investisseurs. La cible, le profil type, alors c'est comme je pense partout dans l'investissement, c'est quand même assez masculin, ce qui est dommage, mais bon voilà, c'est 75% des investisseurs sont des hommes, et la moyenne d'âge, c'est 43 ans. Voilà, si tu veux tout savoir. 43 ans, hommes de toute la France, et entre 1 000 et 5 000 euros aujourd'hui d'investissement moyen sur des projets récurrents. Ok. Et après, c'est vrai que tu as évoqué les personnes peut-être d'âge un peu plus avancé, potentiellement qui sont à la retraite ou qui s'approchent de la retraite. C'est vrai que nous, souvent, on parle de SCPI aussi comme un moyen potentiellement de préparer sa retraite. Ouais. Moi, c'est un peu perso, mais par exemple, ma grand-mère cherchait un complément de revenu. Ouais. Elle s'est dit, comment est-ce que je peux faire? Elle avait déjà une assurance vie, un fonds euro, elle voulait autre chose. Je lui ai dit, tiens, investis en SCPI. Ça va te donner un complément de revenu. Ouais. Elle a mis 60 000 euros, ça lui sort comme ça quelques centaines d'euros régulièrement. Elle en est très contente. Finalement, Tantième va pouvoir aussi répondre à ce genre de problématiques. Oui, en effet, parce que nous, la durée moyenne des projets, c'est 8 ans. Alors, c'est un peu plus court que les SCPI. Les SCPI, je crois que la durée de détention, elle dépasse les 22 ans, voilà. 22, 23 ans. Donc là, c'est 8 ans. Au début, on avait un peu peur. On se disait, les gens, est-ce qu'ils vont investir sur 8 ans? Est-ce que ça va pas être un frein? Finalement, je crois qu'il y a des profils de gens qui sont très... qui aiment prendre du risque, qui ont envie de replacer leur argent en crowdfunding tous les ans. Voilà. Puis après, il y en a qui, une fois qu'ils l'ont fait 10 fois, se disent je vais placer mon argent, je vais toucher un rendement à 6, 7, 8% pendant 8 ans, et c'est déjà très bien comme ça. Tu vois. Donc je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté, à un moment, je laisse d'autres personnes gérer pour moi mes investissements dans l'immobilier, et j'ai un rendement de 7% qui est très bien. Ok. T'évoquais le fait que les gens mettaient un ticket qui augmentait progressivement. Moi, c'est pas un secret, j'en parle sur le site. Je fais partie des investisseurs Tantième. J'en ai fait, j'ai participé, je crois, 12 opérations. Effectivement, j'ai commencé avec 100 euros, puis j'ai mis 200. Il y en a un, je crois que c'était Nancy, où j'ai mis 800. Donc effectivement, un côté progressif, puisque le fait de voir que ça a bien tourné. Donc voilà, moi je conseille généralement toujours aux personnes de Financero, quand une plateforme est relativement jeune, d'y aller progressivement. Après, voilà, si je l'ai fait aussi, c'est parce que j'avais un peu checké votre profil, le mode d'organisation. Est-ce que tu peux peut-être en parler aux gens, dire un peu éventuellement d'où tu viens et qu'est-ce qui peut rassurer sur le fait que, ok, Tantième a été créé, je crois, en 2023, si je me dis pas de bêtises. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que vous avez des années d'expérience ou un mode de fonctionnement qui fait que vous avez beau être jeune, il y a des côtés rassurants, quoi. Alors, on va se lancer un peu des fleurs, mais bon, voilà. Donc, on a Eric et moi, en fait, on vient tous les deux de l'immobilier. On a fait l'ESSEC il y a une vingtaine d'années. Alors, ça nous rajeunit pas, mais on a eu des carrières dans l'immobilier l'un et l'autre. Moi, j'étais directeur commercial et marketing de Cogedim, qui est un gros promoteur. Eric était également dirigeant d'une practice dans un gros cabinet de conseil, practice immobilière. Et donc, on n'a pas fondé ça à deux. On s'est associé avec un board d'investisseurs qui, dès le début, en fait, nous a quand même énormément aidés. Et donc, dans ce board, il y a des gens de la foncière des Mulliers, il y a des gens de Foncia, il y a des gens de Rothschild, des gens de mon ancienne société qui était Altaria. Bref, il y a des gens un peu costauds à bord. Donc, ils nous ont aidés au début à sourcer les biens. C'est aussi pour ça que, et encore aujourd'hui, qu'ils sont là pour valider, pour tamponner. Il y a énormément de projets qu'on n'a pas proposés parce que le board, à un moment, disait on ne le sent pas, nous-mêmes, on n'investirait pas. Je le précise d'ailleurs, on investit dans tous les projets nous-mêmes à titre personnel, ce qui est souvent la meilleure garantie pour s'assurer que tu vas pas faire n'importe quoi. On a levé des fonds au démarrage, donc on avait quand même levé 900 000 euros auprès de pas mal de business angels. On a les agréments de l'AMF, donc en OPTF, offre publique de titres financiers. Enfin, on a un certain nombre d'éléments qui sont de nature, j'espère, à rassurer les investisseurs. Et puis comme tu le dis, bon, moi, je savais pas que tu avais autant de projets chez nous, mais en fait, on a versé tous les loyers, tous les mois, depuis le premier jour. Donc ça, même parfois en avance, d'ailleurs. Même parfois en avance. D'ailleurs, nous, on n'a pas vocation, tu vois, à essayer de faire travailler l'argent, quoi que ce soit. Enfin, on touche les loyers, on reverse les loyers. Moi, j'ai touché les loyers, par exemple, ce matin.
Là, je crois que tous les loyers ont été versés cet après-midi. Donc, je pourrais vérifier ça. Tu peux vérifier, je crois. Il y en a juste un seul, je crois, Bordeaux, qui avait un peu de retard. Mais globalement, on reverse tous les loyers tout de suite. On est hyper transparent sur les plaquettes qu'on présente. Donc, évidemment, on ne travaille pas pro bono, donc on a des frais, on présente le montant de nos frais. Il n'y a pas de mauvaise surprise, de frais cachés ou quoi que ce soit. Eric et moi, on a un truc qui est... on aimerait un jour presque être open compta. Alors, je ne sais pas ce que l'open compta, mais... j'imagine partager vos chiffres. Ouais, en fait, c'est une petite anecdote, mais Elon Musk, avant qu'il ne devienne fou, il y a quelques années, avait promis des centaines de millions d'euros à une association humanitaire en disant « je vous les donne à condition d'avoir accès à l'intégralité de la compta ». Et ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ne pouvaient pas justement montrer l'intégralité de la compta. Et c'est difficile aujourd'hui pour une boîte d'être en transparence totale sur les flux entrants et les flux sortants. Et nous, je ne sais pas si on le fera un jour, mais en tout cas, c'est notre objectif, c'est d'essayer vraiment de montrer qu'on ouvre le capot. On ouvre le capot totalement. Et j'espère que ça se ressent un peu, mais il n'y a pas de... Tu vois, il y a vraiment cette volonté de bien faire. Peut-être lié au fait qu'on ait un peu plus d'âge et que, voilà, on a nous-mêmes pas mal investi aussi à titre perso. Moi, je suis investisseur à titre personnel dans l'immobilier plutôt résidentiel. Je sais combien ça a été la galère. Et c'est encore la galère. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette société. Tu vois, parce qu'on s'est dit, il y a quelque chose à faire pour que ce soit plus simple. Là, tu viens d'évoquer justement l'immobilier résidentiel. Moi, justement, pour avoir suivi les projets, je crois qu'il y a peut-être eu quelques projets en résidentiel sur Tantième, ou en tout cas qui correspondent plutôt à des appartements. Mais là, je vois surtout quand même passer, il me semble, des opérations d'immobilier commercial. Ouais, tout à fait. Je me demandais, est-ce que c'est dû aux conditions de marché actuelles et c'est temporaire, et parce que voilà, vous avez analysé justement avec votre board et vous dites, OK, l'immobilier commercial, c'est ce qui a le meilleur rendement aujourd'hui, ou le meilleur moyen de négocier le prix d'achat, et donc on va sur ça. Ou est-ce que c'est une stratégie un peu actée chez Tantième, de se dire, voilà, on fait de l'immobilier commercial et le résidentiel, on laisse ça à d'autres, quoi. Alors, on a envie de faire de l'immobilier résidentiel, commercial, du bureau demain quand ça ira mieux, de la logistique, des centres médicaux, de la para-hôtellerie. Enfin, on a envie de... L'immobilier, c'est très, très vaste. Donc, on a vraiment, effectivement, envie de tout faire. Là, c'est vrai, comme tu le dis, on a fait beaucoup plus de commercial. Pourquoi ? Parce que les rendements du résidentiel sont vraiment faibles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le voit, même quand tu achètes bien, tu as tellement de difficultés à trouver des locataires réguliers. Les frais de turnover peuvent être assez importants. Tu as beaucoup de frais liés aussi à la gestion du bien. Donc c'est compliqué en fait de faire du résidentiel et de dégager des rendements élevés. Ou alors si tu le fais, il faut faire du résidentiel avec du co-living ou avec d'autres solutions. Mais pareil, il faut faire attention. Du co-living, tu le fais uniquement dans des zones où tu as vraiment une forte demande. C'est réservé à quelques grandes villes en France, sinon ça ne marche pas. Du résidentiel, tu peux le faire si finalement tu as une espèce de faux résidentiel en fait. C'est-à-dire que tu vas faire par exemple du Airbnb, mais du Airbnb avec des biens qui ont une destination commerciale. Donc en fait, tu achètes un immeuble, mais pour le gérer en para-hôtellerie avec une destination commerciale. Si le bien l'avait déjà, évidemment. Donc voilà, donc le résidentiel, on adore le résidentiel, mais compliqué pour servir les rendements. Et souvent, si tu veux faire des bons rendements, ça veut dire faire des travaux. Et faire des travaux de la réhab, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, tu ne verses pas les loyers. Donc nous, à court terme, on s'était dit, on va montrer que le modèle fonctionne en investissant dans des locaux commerciaux où il y a déjà des locataires depuis longtemps, où les baux sont solides, ou alors on les a renégociés. Des enseignes qui sont systématiquement en centre-ville. Je pense qu'on a, sauf le tout dernier, on a fait une tentative qui marche bien d'ailleurs, mais on en reparlera si tu veux sur les zones d'activité. Mais jusqu'à présent, on était d'abord sur du centre-ville et avec une situation en fait de sous-loyer. Ça, c'est vraiment important pour nous. Ça veut dire que le locataire ne paye pas un loyer qui est trop élevé par rapport aux autres enseignes à proximité. Et pourquoi on fait ça ? Parce que si demain, le locataire doit s'en aller, même à l'issue de son bail, on est, je ne vais pas dire quasi assuré, mais on aura beaucoup plus de facilité à relouer au moins dans les mêmes conditions.
Donc ça, c'est vraiment les quelques critères qu'on a. Alors, on a une grille de 25 critères, mais voilà. Le commercial, l'avantage que ça a, c'est que c'est des rendements qui sont immédiats. Tu achètes le bien 2 mois plus tard, tu commences à toucher les loyers. Tu as moins de mauvaises surprises. Tu as quand même un bail de 9 ans parfois qui vient d'être signé. Tu as 6 ans ferme. Enfin, tu as un certain nombre de garanties. Et la plupart du temps, quand le bail est bien fait, tu as peu de charges côté bailleur. Donc, à part le gros œuvre, mais le reste des charges, la taxe foncière parfois, etc., c'est à la charge du locataire. Donc, voilà. Alors, c'est pas simple à trouver, de cocher toutes les cases, mais une fois que tu les as trouvées, c'est plus simple à gérer que l'immobilier résidentiel. Ok, d'accord. Maintenant, on sait tout placement financier comporte des risques, donc c'est une partie que j'aimerais bien aborder. Moi, à titre perso, un des risques principaux que je vois sur Tantième, tu l'as un peu évoqué, c'est le côté durée. Sur le fait que voilà, vous visez 7, 8 ans sur un investissement. Et effectivement, sauf à ce que je me trompe, voilà, une fois que tu as investi dans un projet Tantième, tant que vous n'avez pas revendu le bien et qu'il y a cette durée de 8 ans, en fait, l'argent, il est immobilisé. Donc voilà, moi, les à peu près 3 000 € que j'ai chez vous, pour l'instant, il faut que j'attende 7-8 ans si je veux les récupérer un jour. Moi, c'est vraiment un des principaux risques que je vois. Est-ce que tu peux justement étayer sur celui-là, peut-être dire, est-ce que 7-8 ans, voilà, c'est l'horizon que vous fixez tout le temps? Est-ce que vous pensez à des mécanismes de sortie entre-temps, au fur et à mesure? Et aussi, d'ailleurs, comment se passe la sortie d'un bien, puisque voilà, vous avez été créé en 2023, sur un horizon de 7-8 ans, il n'y a pas encore eu de sortie. Est-ce que tu peux quand même voilà, expliquer comment ça va se passer pour les gens qui rejoindraient des projets aujourd'hui, quoi? Alors, il y a 3 risques principaux. Le premier, c'est le risque de rendement. C'est-à-dire que quand tu achètes un bien qui sort du 7%, c'est-à-dire que le loyer par rapport au prix d'achat est de 7%, tu peux avoir un risque. Imaginons que, on achète un restaurant et le locataire, le restaurateur fait faillite. On n'arrive pas à relouer le local commercial dans les 2 mois. Il n'y avait pas de dépôt de garantie, imaginons. Enfin, voilà, donc, il va y avoir une vacance locative pendant quelques mois. Et donc, nous, on ne touchera pas le loyer et on ne pourra pas verser les rendements. Donc, il y a ce premier risque lié à la vacance locative, principalement, qui serait de ne pas verser correctement les rendements qu'on a annoncés. Alors là, on prend un certain nombre de garanties, comme je te disais, avec des dépôts de garantie, avec le fait d'être dans des zones où on sait qu'on va pouvoir relouer facilement, lié au loyer, comme je te le disais. Voilà, donc, mais en tout cas, ce risque-là existe. Le second risque, c'est effectivement, tu as dit, c'est la durée. Pendant les 8 ans, théoriquement, alors on le dit toujours, quand tu investis chez Tantième, c'est de l'immobilier, tu ne peux pas faire une plus-value dans l'immobilier en 2 ans, ça n'existe pas. Ou alors, c'est des opérations de marchand. C'est pas ce qu'on fait. Donc, tu vas garder ton bien, l'actif pendant 8 ans. Après, on sait que on peut tous avoir besoin de récupérer ces fonds plus tôt que prévu parce qu'on a un projet de vie, parce qu'on a un problème ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'au bout de la 2e année, les investisseurs ils peuvent revendre leur part, moyennant des frais de 5%. Ce qui se fait traditionnellement quand tu investis en start-up, par exemple. Okay. Voilà. Et donc, à ce moment-là, nous, on organisera un marché secondaire. On a un petit tableau d'affichage avec des investisseurs qui sont déjà intéressés pour acheter des parts sur des anciens projets. Et on les sollicitera et on leur demandera s'ils veulent racheter les parts des investisseurs qui sortent. Donc un peu comme une SCPI à capital fixe, exactement. On va dire, il y a le marché qui s'organise. Il y a le marché qui s'organise. Alors il n'y a pas de garantie sur la capacité de trouver d'autres personnes qui souhaiteraient racheter les parts. Jusqu'à présent, on n'a eu personne qui nous a demandé de revendre les parts. Alors je crois à nouveau, et j'en avais parlé avec quelqu'un que tu as peut-être interrogé d'ailleurs, qui était, en fait, si tu offres cette possibilité, finalement ça rassure, mais peu de monde le fait. Peu de monde cherche finalement à revendre ses parts. On va dire pour les personnes qui auraient vraiment un pépin dans leur vie, et qui a besoin de récupérer son argent, quand même avoir une porte de sortie, on va dire, en cas exceptionnel, parce que après voilà, faut le dire aux personnes qui décideraient d'investir chez Tantième. Clairement, voilà, vous pouvez pas changer comme ça au bout de 6 mois. Non, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment, on veut vraiment pas une approche spéculative. Voilà, on est là, on se dit aux investisseurs, vous investissez, vous allez toucher des loyers tous les mois. Et le troisième risque, c'est le risque de revente. C'est-à-dire que concrètement, on annonce nous toujours 2 chiffres. On dit, voilà, donc le rendement, il est de 6 ou 7%. Et après, il y a une espérance de gain à la sortie liée à la plus-value. Alors,
moi, j'ai pas de boule de cristal, donc on indique toujours avec le maximum d'humilité tous les chiffres dont on dispose pour voir à combien on pourrait revendre le bien. Parce que parfois, on l'a acheté avec des prix fortement décotés. Parfois, c'est indexé sur l'immobilier commercial, c'est indexé sur un taux de capitalisation, enfin un taux de rendement attendu. Donc, bref, c'est un peu technique, mais toujours est-il que le prix de revente pourrait être inférieur au prix d'achat. Auquel cas, tu aurais une moins-value sur le capital que tu récupères à la sortie. Donc, il y a toujours ce troisième risque qui existe. Voilà, donc c'est les trois risques principaux. C'est la liquidité, la moins-value à la sortie et le rendement. Okay. Si dans 8 ans, le marché est vraiment catastrophique, il y a la guerre, c'est whatever, voilà. On ne va pas s'obliger à vendre, en fait. C'est ça qu'on va faire. On interrogera les investisseurs. Si on considère que le marché est vraiment pas opportun et qu'à la majorité, on se dit, bon, bah voilà, ce bien-là, il ne faut vraiment pas le revendre parce que ça ne va pas bien, à ce moment-là, on ne revend pas l'actif et on attend un petit peu plus. A contrario, et moi je pense que ça va arriver sur les premiers biens qu'on avait achetés, notamment à Bayonne, à Lille, en fait, on va se retrouver avec des biens qui rapportent du 7-8% par an, sans rien faire, voire plus. Et peut-être qu'on aura envie de le conserver un peu plus que 8 ans. Donc pareil, s'il y en a qui veulent récupérer leur part, on les rachètera avec de nouveaux investisseurs, ou c'est Tantième qui les rachètera à ce moment-là. Mais on essaiera de faire preuve de bonne intelligence pour conserver le bien si c'est vraiment une super affaire, ou ne pas le revendre si c'est vraiment pas le moment. Voilà. Ok. Donc effectivement, les trois risques là. Et peut-être justement, souvent, en finance, pareil, il y a ces risques-là, on essaye d'avoir des stratégies, on va dire, un peu pour les gommer. Finalement, pour quelqu'un qui investit sur des projets chez Tantième, pour toi, c'est toi le conseil que tu donnerais justement pour venir gommer ces risques? Le conseil que je vais donner, c'est comme toujours, c'est diversifier au maximum. C'est-à-dire que, comme je te le disais en introduction, en fait, l'idée, c'est pas de faire all-in sur un bien. L'idée, c'est vraiment de faire comme tu le fais, de mettre peut-être des petits montants sur chacun des projets. Tu minimises ton risque au maximum comme ça. Et donc, moi, souvent, on a des investisseurs qui nous appellent en disant, voilà, votre truc, il m'intéresse énormément, le prochain à Meaux, par exemple. J'ai envie de mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros dessus. Bon, moi, je lui demande, est-ce que vous n'avez pas envie de réduire sur ce projet-là et de mettre sur le suivant? Alors, on n'est pas à essayer voilà, on essaye vraiment de conseiller les investisseurs à mettre sur plusieurs projets. C'est la clé numéro 1 de tout investissement aujourd'hui. Il y a un point que je n'ai pas mentionné dans le risque, qui fait mal. Alors je le dis parce que ce risque il existe toujours. Société jeune, on a 2 ans. Qu'est-ce qui se passe si on fait faillite demain? Est-ce que tu paumes tout ton argent? C'est vrai. Et c'est quand même un vrai risque de toutes les sociétés. Nous, en fait, quand les gens investissent chez Tantième, ils n'investissent pas sur Tantième, ils investissent sur un bien. Donc toi, tu as des parts de Angers, Lille, Toulouse, Bordeaux, whatever. Si nous, on fait faillite, à ce moment-là, on a mis en place pour chacun des biens ce qu'on appelle une hypothèque légale de prêteur de deniers. C'est un terme assez barbare pour dire que c'est un document chez le notaire qui, avec la liste des investisseurs sur ce projet, donc d'ailleurs, on la met en ligne, cette hypothèque. Alors, on ne met pas les noms de chacun, mais on met en ligne l'hypothèque pour prouver qu'on a bien acheté l'actif au prix qu'on avait annoncé. Et donc, si demain on a un pépin et qu'on doit revendre les biens, le fruit de la revente du bien, il va automatiquement aux investisseurs. Okay. Même topo. Alors, si Tantième va bien et qu'on revend, pareil, on ne peut pas utiliser le fruit de la revente pour financer un autre actif qui s'appellerait un Ponzi. Ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas financer nos dettes, on ne peut pas partir avec la caisse. Voilà, c'est enregistré chez le notaire de manière formelle. Et ça, c'est toutes les plateformes ne le font pas. Et moi, ça me semble être la garantie la plus importante aujourd'hui. Je veux dire, s'il y a une garantie, c'est celle-là, c'est que même si on revend mal le bien, en fait, c'est ce qu'on se disait en introduction avant qu'on démarre l'interview, tu ne peux pas tout perdre. En fait. L'actif, il a une valeur intrinsèque. Et c'est ça quand même la force de l'immobilier. C'est que ce n'est pas l'investissement dans une start-up ou quoi que ce soit qui peut disparaître du jour au lendemain. C'est l'investissement dans un actif. D'ailleurs, moi, il y a aussi un côté que tu n'as pas évoqué comme risque, mais parce que effectivement, pour moi, j'ai l'impression que Tantième permet d'y échapper.
c'est aussi l'inflation et un peu la façon dont les taux évoluent. Moi, ce que j'avais même pas forcément anticipé sur mes premiers investissements, il me semble que de toute façon, les loyers, on va dire, sont globalement indexés sur l'inflation d'une certaine manière, sont réévalués. Et donc, finalement, même d'ailleurs, on peut commencer sur un investissement tantième à avoir un rendement au départ de 6%. Et finalement, avec une revalorisation des loyers, de se retrouver avec un rendement ensuite de 7%, de 8%. En fait, et si l'inflation était amenée à augmenter fortement, en fait, les loyers suivraient. Ils sont toujours et donc, indexés. En fait, on ne se retrouve pas avec un taux réel négatif. Tu le dis, très concrètement, nous, les premiers projets qu'on avait proposés il y a donc 2 ans, je me souviens, on était à 5,2. Là, ils sont à 5,9 aujourd'hui. Okay. C'était sur Bayonne. Les projets à Montpellier, à Bordeaux, ils étaient à 6,4, ils sont à 6,6. Toi, ils ont tous pris, alors certains un peu plus que d'autres, parce qu'il y avait un rattrapage de loyer, mais l'inflation a permis de gagner 0,2% sur chacun des projets qui ont plus d'1 an. Okay. Donc, alors après, je ne sais pas quelle sera l'inflation. Nous, on prend toujours des hypothèses basées sur les hypothèses de la BCE, mais on va dire que ça va prendre 0,2-0,3% par an. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans le résidentiel. Dans le résidentiel, tu peux pas imposer une augmentation de loyer à un locataire basée sur l'inflation. Tu peux pas, ça marche pas de manière mécanique. Ok. Voilà. Moi, ça augmente tous les ans quand même. Mais voilà, donc c'est effectivement, on est dans une période où l'inflation a vraiment baissé, ce qui est bien, mais ouais, c'est une vraie garantie contre l'inflation, tu l'as dit. Tu évoquais les rendements justement de 5-6%. Ces rendements, si je ne me trompe pas, ils sont nets de frais, mais ils ne sont pas nets de fiscalité. Ouais. Donc justement, c'est un autre aspect, puisque ce qui intéresse, c'est quand même aussi la fiscalité, le rendement, on va dire, net d'impôt. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être expliquer comment ça se passe, la fiscalité chez Tantième? Est-ce que c'est la fiscalité de l'immobilier et aussi... Même, on va dire, si jamais il y a des heureux auditeurs qui sont à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, est-ce que c'est concerné ou pas, quoi? Alors, le sujet du rendement, de la rentabilité, c'est quand même aussi... tout le monde présente toujours un peu les chiffres qui l'arrangent sur ce sujet-là. Nous, ça nous a énormément... on a tout creusé là-dessus, tu vois, sur les rendements. Alors, je peux parler d'eux, Mastéos, maintenant, mais tu vois, Envoyé ou d'autres, ils ne sont pas les seuls, mais... présenter des rendements bruts, puis après, une fois que tu faisais tes calculs, tu n'avais plus du tout le même chiffre. Ça intégrait les charges. Enfin, bref, il y a quand même un peu de poudre aux yeux. De poudre aux yeux, et voilà. Et bon. Mais nous, on présente des rendements nets de frais. Et ce qui nous semble être la norme. Je présente toujours des rendements nets de frais avant fiscalité, parce qu'en effet, la fiscalité est différente. Tu peux investir en tant que particulier, en tant que société, tu peux être transfrontalier, tu peux être à l'étranger. Enfin, il y a plein de cas particuliers. Donc, c'est difficile d'annoncer un rendement net de frais et net de fiscalité. Puis tout le monde n'a pas la même tranche marginale d'imposition. Donc, voilà. Donc, nous, les rendements nets de frais, ils sont, comme on le disait, aux alentours de 6,7, 6,8 aujourd'hui. C'est un produit financier. Quand tu investis chez Tantième, tu achètes une obligation. Et cette obligation, elle est variable, elle est indexée, comme on le disait, sur le loyer. Donc, comme c'est une obligation, c'est un titre financier. Et comme c'est un titre financier, c'est la fiscalité dite de la flat tax, donc le prélèvement forfaitaire unique, qui est 30% aujourd'hui. Alors, qui va peut-être passer à 33%, on ne sait pas trop, mais aujourd'hui, c'est 30%. C'est une fiscalité qui est un peu plus avantageuse que la fiscalité immobilière classique, que tu peux avoir notamment dans les SCPI, qui va plutôt être aux alentours de 40%. Donc, nous, on est un peu mieux disant sur la fiscalité, donc sur ces 30%. Si tu investis en tant que société, ça sera ton IS qui sera pris en compte. Si tu investis de l'étranger, il faudra voir avec l'administration fiscale de ton pays. Mais voilà, grosso modo, l'avantage, c'est que c'est 30%, quoi qu'il arrive. C'est prélevé à la source, on s'occupe de tout, on télédéclare aux impôts. Donc les revenus que touchent les investisseurs, c'est vraiment des revenus nets de frais, nets de fiscal. Ouais, j'ai reçu mon imprimé fiscal unique de Tantième il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Alors après ça rentre pas dans l'IFI. C'est ça qui est pas mal, parce que comme c'est pas justement un investissement dans l'immobilier stricto sensu, et que c'est un titre financier, on a beaucoup d'investisseurs un peu plus fortunés qui sont contents, parce que c'est pas pris en compte dans l'assiette de calcul de l'IFI. Je crois comme le crowdfunding immobilier, donc effectivement il y a le côté pierre-papier qui souvent aide à échapper à cette partie-là, quoi. Exactement.
Ok. Donc, moi, comme je l'ai dit, je suis quand même un peu chaque nouvelle opération que vous proposez pour voir si je mets aussi un petit ticket dedans. Ce que je vois aussi du coup en tendance, on a plutôt commencé, il me semble, à des opérations sur quelques centaines de milliers d'euros. Ouais. Après, j'ai vu passer des projets plus aux alentours de 1 million d'euros. Il y en a même eu qui je crois, ont atteint les 2 millions d'euros. Sauf que ça part quand même relativement vite. Moi, je sais que à l'époque où c'était le feu en crowdfunding immobilier, justement, on voyait des collectes qui se bouclaient en quelques minutes. On n'arrivait pas à se et avec connecter. un côté frustration. Est-ce que chez Tantième, il y a des moyens d'éviter ça, ou il faut être au taquet quand la collecte ouvre à 12h30 Alors, je sais que toutes les plateformes de crowdfunding jouent à fond sur le FOMO. Tu vois, le truc qui ouvre à 12h30, à 12h35, il n'y a plus rien. C'est un levier marketing qui est hyper efficace, mais qui, moi, à titre perso, m'agace. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de louper la vente parce que tu t'es connecté 10 minutes de retard. Et voilà. Donc, nous, le système qu'on a mis en place, c'est un système où il y a des réservations qui sont ouvertes pendant 15 jours. Tu réserves sans avoir à te précipiter. Et c'est un peu comme la SNCF, tu as une option d'1 semaine, et puis si tu n'as pas transformé ton option, elle saute automatiquement. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. On a effectivement des collectes qui grandissent parce que la communauté est plus nombreuse. On a quasiment 30 000 personnes qui sont inscrites aujourd'hui sur le site, et 5 000 investisseurs qui sont réguliers. Donc, comme je te disais, c'est ça. Mais c'est un super chiffre pour nous, c'est 70% des investisseurs ont investi au moins sur 2 ou voire plus de projets. Ce qui correspond d'ailleurs à cette bonne pratique de diversification. Voilà, et on a des bonnes notes sur Trustpilot, etc., etc. Donc on pousse pas à la consommation. Voilà, on pousse pas à essayer de se précipiter pour acheter dans la minute. Bon, il s'avère qu'avec 5000 investisseurs qui mettent... alors, ils ne sont pas tous les 5000, évidemment, sur chacun des projets. Mais si tu as 1500 investisseurs qui mettent 1000 euros en moyenne, tu arrives à collecter du coup 1,5 million. Donc, le dernier projet, c'était Bordeaux, qui a été... où on achetait vraiment un ensemble immobilier avec un immeuble et puis les murs d'un restaurant. Donc, 2,2 millions. Là, actuellement, on achète les murs d'un fitness park à Meaux. Pour 1,8 million. Et puis, donc on va. J'espère que. L'idée, c'est de ne pas de faire les projets les plus gros possibles. L'idée, c'est juste de trouver les meilleures opportunités. Et il s'avère souvent que quand tu passes la case des 1,5 million, tu n'es plus en compétition avec les particuliers. Parce qu'il y a peu de particuliers qui peuvent acheter ces biens-là. Donc, il y a des family office. Les SCPI, finalement, achètent des biens un peu plus gros. Donc, dans cette tranche, entre 800 000 et 2 millions d'euros, il y a un petit peu moins de monde. Et donc, c'est pas mal, en fait, pour nous. Ça nous permet de nous positionner. Et comme on arrive en disant maintenant, écoutez, en fait, on va acheter le bien et on n'a pas de conditions suspensives parce qu'on a déjà réussi à trouver 1 million, 1,5 million auprès de notre communauté, on prend ce risque, nous, de ne pas mettre de conditions suspensives, ce qui nous permet, du coup, d'acheter avec un bon prix. Ouais. Ça, c'est un énorme argument. Ça a toujours été... quand tu n'as pas besoin d'argent, c'est plus facile. Mon père a un peu ce luxe aussi et dit toujours, pour faire son gros argument de négociation, c'est sans conditions suspensives. Ça change tout. Pour dire, moi, j'ai pas besoin de... Je vous garantis qu'il n'y aura pas de problème, financement de la banque ou pas, ça sera payé. Et c'est vrai que ça peut jouer chez certains qui veulent être sûrs qu'ils vont pouvoir vendre dans le temps imparti qu'ils ont. Exactement. Très bien. Alors d'ailleurs, il y a ce côté réservation. Comme tu dis, la communauté, elle grandit. Moi, ce que je me demande aussi, c'est... parce qu'après, vous n'allez peut-être pas non plus arriver à des biens de plus en plus gros pour pouvoir assouvir une communauté grandissante. Est-ce que du coup aussi, un peu quel est l'état du pipe, on va dire, chez vous, sur les opportunités d'achat? Et puis, est-ce que du coup, vous êtes amené à vous structurer encore plus en interne pour pouvoir avoir plus d'opportunités, on va dire, avec cette communauté qui grandit, Alors, on a une équipe qui est en charge du sourcing chez nous, on a une équipe en charge du market, on va dire que c'est simple, et une équipe en charge de ce qu'on appelle l'asset, donc c'est-à-dire la gestion des biens. L'équipe en charge du sourcing, on a beaucoup de biens qui nous sont proposés. Tu vois, je crois qu'on l'avait mis d'ailleurs dans le rapport de gestion. En 2024, on a reçu plus de 1000
plus de 1000 dossiers, 1050, un truc comme ça. Et on en a proposé 15. Donc en fait, alors il y en a beaucoup, hein, tu les reçois, tu sais que tu les proposeras pas. Mais tu peux en enlever déjà la moitié tout de suite. D'accord. Mais sur les 500, il y en a 500 qu'on a vraiment analysé et il y en a 50 qu'on a été voir. Tu vois, qu'on a vraiment creusé. Donc le pipe, en fait, plus tu grandis, plus les personnes commencent à entendre parler de toi. Et puis à un moment, te disent, bon, ben voilà, j'ai des locaux commerciaux, j'ai des bureaux, j'ai du commerce, j'ai des appartements à te vendre. Tu reçois de tout. Nous, l'enjeu, ça va être de rester hyper sélectif. Depuis le premier jour, on s'est dit, on est encore jeune, on est dans une phase de création de boîte. Tu vois. Moi, je ne peux pas me permettre... Alors déjà, à titre personnel, je suis investisseur, mais bon. Et en plus, je ne peux pas me permettre de proposer un bien où, dans 2 ans, j'ai un gros pépin. Parce que tu as une perte de confiance. Et l'intégralité de ce business, tu le sais mieux que moi, ça repose sur la confiance. Si tu n'as plus confiance dans l'équipe pour sourcer les bons biens et être en capacité de les gérer, ta boîte, elle est morte. En finance, la confiance, c'est sûr que c'est clé, quoi. Il n'y a que ça. Donc nous, moi, je préfère commercialiser un bien une fois par mois, être certain que c'est le bon, plutôt que d'être dans la course à essayer de proposer des biens toutes les semaines, comme peuvent le faire certains, alors plutôt en crowdfunding, où tu te dis, mais c'est pas possible. À un moment, il y a un truc qui va aller au tapis. Après, j'ai l'impression que, justement, en crowdfunding, quand même, le petit retournement de marché en 2022-2023 a quand même calmé les ardeurs. Il y a quand même beaucoup moins de projets présentés, des garanties qui sont plutôt améliorées. Mais en effet, il y a eu un petit emballement, en tout cas. Alors, mais les grosses plateformes font toujours fait attention, mais il y a pas mal de nouveaux acteurs qui sont arrivés, qui balancent des projets toutes les semaines avec des analyses qui sont un peu plus limitées à notre avis. On va bientôt arriver à la fin de notre entretien. Tu as un peu évoqué un sujet qui fait partie de nos 2 questions clés qu'on aime bien poser sur Entretien Cash, parce qu'on croit fortement à l'alignement d'intérêts. Donc c'est effectivement, on va savoir, si tu peux nous le dire, à quel niveau tu as investi à titre personnel dans des projets Tantième. Alors j'ai investi beaucoup sur les premiers projets, ça se comptait en plusieurs milliers d'euros. J'ai un peu moins maintenant pour des raisons purement financières. Je peux pas, on a 20aine de projets. On met toujours au moins 1000 euros sur chacun des projets avec Eric, l'un et l'autre. D'ailleurs, on le déclare à l'AMF. Dans le document d'information synthétique, on mentionne qu'on va acheter 10 parts, donc de 100 euros. Si on pouvait investir un peu plus, on investirait un peu plus. Mais voilà, c'est le premier sujet. On est aussi limité, chacun par le reste à vivre. Voilà, c'est notre situation. Et puis, il y a un sujet sur l'alignement d'intérêts. En fait, nous, Tantième, on capte une partie de la plus-value à la revente. Alors, pas moi personnellement, mais la société Tantième, on prend 10% de la plus-value. Pourquoi on prend 10% de la plus-value? Alors, c'est dans notre modèle économique, mais aussi, ça nous est demandé par l'autorité des marchés financiers. Et comme ça, je ne peux pas, moi, me débarrasser. J'ai aucun intérêt à me débarrasser d'un bien et le revendre le plus vite possible. Parce que si je le revends bien, Tantième gagne de l'argent aussi là-dedans. Donc, c'est aussi un alignement d'intérêt avec les investisseurs. Ok. Très bien. Et dernière question. Encore question un peu traditionnelle chez nous. Finalement, si on sort de l'immobilier fractionné, qui est le domaine de Tantième, est-ce qu'il y a un autre type de placement que tu aimes bien, en particulier en ce moment, ou que tu rêverais de faire prochainement, quoi? Avec Tantième ou Non, toi, à titre perso, en tant qu'investisseur, épargnant. Écoute, moi, j'ai un peu tout essayé. C'est ça qui est terrible, c'est que j'ai essayé des placements beaucoup plus compliqués de crypto, et j'ai acheté au pire moment et j'ai vendu au pire moment. Donc, maintenant, c'est bon. En fait, je me souviens à l'époque, j'avais fait une campagne de pub pour que j'ai dit, on disait l'immobilier, enfin, la crypto est à la mode depuis quelques mois, quelques années. L'immobilier depuis quelques siècles. Et à l'époque, c'était une campagne de pub, mais en fait, maintenant, j'y crois à titre personnel très fort. C'est-à-dire que je n'investis plus dans quelque chose que je ne comprends pas, fondamentalement. Donc, je ne mets plus un sou dans la crypto. J'ai toujours aimé, moi, l'univers des startups. Donc, si je le pouvais, j'investirais un peu plus en startup. Il y a des clubs d'investisseurs un peu différents, un peu nouveaux qui arrivent aujourd'hui. Je trouve ça super.
Donc, si un jour je pouvais être business angel, je le ferais avec grand plaisir. Non, après, et puis après, j'ai toujours aimé les investissements. Il y a une société qui s'appelle Hectarea, que j'aime bien. Enfin, permet d'investir dans les terres agricoles, investir dans des vignobles. On ne va pas forcément aller chercher un rendement, mais on va aussi avoir une dimension plaisir dans son investissement. Alors, je sais que parfois, on te dit l'investissement doit être froid et rationnel. Je pense qu'il y a peut-être une voie entre les deux aussi. Tu vois, c'est ce qu'on fait aussi un peu avec Tantième. C'est tu investis, mais il y a une certaine part de tangible aussi dans l'immobilier. Et c'est aussi ça le plaisir d'investir dans l'immobilier. Tu vois, c'est de comprendre ce que c'est que d'investir dans la pierre. C'est pas pareil que d'investir dans du forex, quoi. C'est un petit peu différent. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Voilà. Ok, non, je vois bien. D'ailleurs, pour les personnes qui seraient intéressées par Hectarea, on a aussi un avis sur Hectarea qu'on a écrit sur Financero et également Ferme Envie, un peu sur le ils même sont pas type seuls, de modèle. Mais il y en a qui investissent dans les vignes aussi. Enfin, toi, il y a plein de choses comme ça, un peu nouvelles. Je trouve ça top. Voilà. J'aime bien ce genre de choses. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup Thomas de t'être prêté à cet exercice et d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions. On arrive au terme de cet entretien, donc j'espère qu'il vous a plu. On a parlé avec Thomas, voilà, si jamais il y a des personnes qui ont été convaincues par Tantième à la suite de notre échange, ils peuvent bénéficier d'un code grâce à toi. Donc voilà, on le remettra dans la description, mais avec le code FINANCE, si vous investissez 1 000 € sur votre premier investissement chez Tantième, vous pouvez bénéficier de 50 € offerts. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous aidera aussi potentiellement à franchir le pas avec un petit rendement sécurisé comme ça en avance. Voilà, si cet épisode d'Entretien Cash vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça nous aidera. Aussi, si jamais il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, mais qui vous trottent encore dans la tête, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra de notre côté ou du côté de Tantième. Et puis évidemment, n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube ou via vos plateformes de podcast préférées, puisque l'épisode sera sur YouTube, mais aussi disponible sur les plateformes de podcast. Déjà, nous, ça nous aidera à émerger parmi la jungle de tout ce qui existe aujourd'hui. Et puis évidemment, ça vous permettra d'avoir les prochains épisodes en avant-première. Et évidemment, retrouvez-nous tous les jours sur le site financero.fr pour avoir accès à nos articles, nos guides, nos comparatifs pour vous accompagner afin de mieux gérer vos finances perso au quotidien. Merci et à bientôt. Merci à tous.